tout le monde. Bienvenue à notre première séance de cette série éducative virtuelle. Aujourd'hui, nous allons traiter de médicaments biologiques. Je m'appelle Jennifer Wilson et je suis directrice administrative de Casey and Friends. Et ce que nous voulons faire, notre mission, c'est de transformer la vie des familles touchées par l'arthrite juvénile et d'autres maladies rhumatismales. Et donc, nous fournissons de l'information à ce sujet-là. Alors, avant de commencer, j'aimerais remercier nos commanditaires, Nicolas Wealth Management, AbbVie, Amgen et Sobi. Et ces commanditaires nous permettent de vous donner cette information et d'avoir accès à toute la collectivité, non seulement au Canada, mais aussi ailleurs dans d'autres pays. Alors, merci à nos commanditaires. Alors, qui est parmi nous aujourd'hui? Nous avons 105 personnes avec nous ce soir et ces personnes-là viennent de partout du Canada et nous avons aussi 5 autres pays qui sont présents. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion, s'il vous plaît, veuillez vous présenter dans la boîte de discussion, dans le chat à droite de votre écran. Cela nous permet d'avoir l'impression que nous sommes tous dans la même pièce. Et également, vous pouvez nous proposer des sujets qui vous intéressent. Et également, vous pouvez donner votre nom, donner le nom de votre enfant, son âge. Vous pouvez mentionner si vous prenez des médicaments biologiques. Ou vous pouvez aussi mettre un mot à côté de médicaments biologiques, un mot qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez aux médicaments biologiques. Alors, nous sommes à notre deuxième série. Nous avons déjà eu une première série de séances et vous pouvez trouver ça sur notre site Internet à Casey and Friends. Alors, vous voyez ici des exemples que nous avons eus par le passé et toutes ces séances sont accessibles en ligne, que vous vouliez peut-être les écouter de nouveau, vous mettre en contexte ou encore donner de l'information à des proches. Alors, nous avons aussi une bibliothèque virtuelle qui fait partie d'un portail de ressources. Et comme vous voyez ici, cela couvre un certain nombre de sujets. C'est très utile pour nos familles. Et puis, vous pouvez voir sur les pages à peu près 300 questions et les réponses. Et ces questions ont été posées au cours des séances précédentes. Vous avez aussi accès au webinaire. Vous pouvez trouver l'information facilement. Et vous avez aussi des idées et des expériences vécues des patients et de leurs familles. Et tout cela a été appuyé par notre comité médical. Alors, avant de poursuivre, j'aimerais vous dire quelles seront les prochaines étapes. Alors, il y aura un sondage juste après notre activité. Et ce serait intéressant d'avoir vos commentaires, nous dire un petit peu comment s'est passée la séance et nous donner aussi des idées pour d'autres séances. Comme je l'ai déjà dit, les médicaments biologiques ont été demandés et évidemment, nous avons tenu vos propos à cœur. Notre première séance donc traite de médicaments biologiques. Notre prochaine séance va parler de la transition de soins pédiatriques aux soins pour adultes. Et la transition commence assez vite et il faut faire ça par étapes. Ce sera une séance fort intéressante. Nous avons également une représentation de partout au Canada. Et puis, nous aurons des personnes qui vous diront ce qu'ils ont fait. Alors, l'équipe Casey and Friends
va prévoir aussi des courses, que ce soit à Calgary, Toronto, Halifax, jusqu'à la mi-novembre. Alors, vous pouvez aller sur le site web et puis à ce moment-là, ça nous permet de mieux sensibiliser la population à ce que nous faisons et nous permet aussi de trouver des fonds. Et notre prochain événement va aborder un autre sujet très important qui est lié aux médicaments biologiques, c'est le soutien à l'injection. Alors, quelques points administratifs avant de commencer. Alors, nous aurons un enregistrement en français et vous verrez aussi qu'il y a un petit bouton pour l'interprétation. Vous pouvez donc écouter la version française et s'il vous plaît, désactivez votre caméra. Et si vous avez des ennuis techniques, vous pouvez toujours nous envoyer un mot dans la boîte de discussion et vous pouvez essayer de vous joindre à nous de toutes les façons possibles, comme cela a été indiqué dans le courriel que vous avez reçu. Et nous sommes ravis d'avoir ce dialogue et d'avoir des discussions. Nous allons avoir vos commentaires et nous dire ce que nous pouvons faire. Et vous avez aussi une boîte de discussion et vous avez aussi une petite case pour les questions et réponses. Et vous pouvez indiquer vos questions dans cette petite case-là qui s'appelle Q&A. Et si vous avez des questions après l'événement, vous pouvez nous envoyer un courriel, nous envoyer toutes vos questions et puis nous essayons de répondre à vos questions et quelquefois on demande au comité consultatif de vous donner une réponse également. Alors, j'aimerais maintenant vous présenter nos conférencières. Julie Beausoleil, elle habite à l'Université d'Ottawa pour le moment. Elle fait son baccalauréat en commerce. Alors, c'est une personne qui aime toutes les activités qui procurent une poussée d'adrénaline. Elle fait de l'escalade et elle aime parler de son expérience de sa maladie. Et puis, elle a aussi des blogs et on diffuse ses discours assez facilement. Alors, merci Julie d'être avec nous ici ce soir. Je vais partager mon écran. Alors, comme on l'a déjà dit, je m'appelle Julie, j'ai 20 ans et j'ai de l'arthrite juvénile idiopathique. Je suis de la région d'Ottawa. Je vais vous parler de mon expérience, vous dire ce qu'il en est de mes antécédents et de mon expérience avec les médicaments biologiques. Alors, je vais d'abord vous parler de mon diagnostic, vous parler de mes antécédents et je vais vous parler de mes expériences avec divers médicaments. Et ensuite, je vais vous parler plus précisément de mon expérience avec les médicaments biologiques. Et puis, maintenant que je suis devenue une adulte, je vais vous parler de la transition que j'ai vécue. Alors, mon histoire. J'ai reçu le diagnostic quand j'étais très jeune. Et quand j'étais toute petite, j'étais dans mon lit de bébé et je pleurais. Et puis, un jour, j'étais assise et je pleurais. Et puis, un autre jour, eh bien, j'étais allongée et je pleurais et je n'arrivais pas à bouger et je pleurais. Alors, mes parents ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On m'a emmenée à l'hôpital et j'ai eu le diagnostic d'arthrite juvénile idiopathique à l'âge de 18 mois. Comme j'ai eu le diagnostic et j'étais si jeune, je ne connaissais personne qui avait cette maladie et je voulais être acceptée par les autres. Je voulais pas être différente. Je parlais pas de ma maladie et je ne parlais de ma maladie que s'il fallait à tout prix le faire.
Mais alors que je devenais adolescente, j'ai trouvé toute une communauté de jeunes gens qui ont aussi de l'arthrite et j'ai eu un bon réseau d'entraide. Cela m'a permis de mieux comprendre mon état de santé. Je ne suis plus du tout embarrassée, j'ai pas honte, je peux parler de ma maladie. Et puis, j'ai même un blog où je parle de la maladie. Et puis, vraiment, cela m'aide beaucoup aussi. Alors, d'avoir la GI, évidemment, cela comporte des hauts et des bas, mais j'ai pu devenir résiliente et très déterminée. Alors, je suis très reconnaissante de toutes les expériences que j'ai eues jusqu'à ce jour. Maintenant, je vais vous parler de mon aventure des médicaments. Alors, le premier médicament que j'ai pris il y a très longtemps, c'était le méthotrexate. Et j'avais à peu près 4 ans à ce moment-là. Alors, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est du méthotrexate. C'est un anti-rhumatismal modificateur de la maladie. Et j'avais des pilules que je devais prendre. Et puis, ce que j'avais, c'est que j'avais des nausées. Et chaque fois que je prenais des pilules, j'étais malade. Mon estomac était tout à l'envers. Je n'arrivais pas à ne pas vomir, en fait. Et puis, même si mes parents ont essayé toutes sortes de choses pour me faire avaler les pilules, ils les hachaient, les mettaient dans du yogourt, dans de la compote de pommes. Enfin, ils ont tout essayé. Mais j'avais quand même des nausées et puis j'arrivais pas à les avaler. Et puis, ces aliments-là ont fini même par me donner la nausée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a décidé de passer aux injections, pardon, des pilules, on est passé aux injections. Alors, évidemment, cela rentrait dans mon corps sans en sortir, mais j'avais quand même de la nausée. Mais c'était différent. Il fallait que je reste au lit pendant plusieurs heures après la prise de médicaments parce que j'avais tellement de nausées. Et je me rappelle aussi de la couleur du méthotrexate. C'était jaunâtre et chaque fois que je voyais cette couleur-là, je me sentais vraiment nauséeux, j'avais envie de vomir. Et puis, je me rappelle que j'avais une compète de pommes dans une petite coupe qui était de couleur jaune et tout de suite à ce moment-là, j'avais envie de vomir. Vous savez, c'était comme ça. Et oui, mais heureusement pour moi, le méthotrexate a cessé d'agir contre mon arthrite. Alors, j'ai dû changer de méthode. Alors, j'ai eu une transition, c'est-à-dire je prenais maintenant l'Imbral. Et j'avais donc des injections de méthotrexate et d'Imbral. Et au bout de 6 mois, j'ai changé pour ne prendre que de l'Embrel. Et puis, ma mère, elle, m'administrait les injections 2 fois par semaine. Alors, j'étais très dépendante sur elle. Alors, elle faisait tout pour moi. Elle s'occupait de mes ordonnances, elle mélangeait les médicaments, elle faisait les injections, elle prenait les rendez-vous. Et puis, je n'avais que 10 ans, évidemment, à l'époque. Mais je me rappelle, j'avais à peu près 12 ans, pardon, j'avais à peu près 12 ans et je me suis disputée avec ma mère. Je ne me rappelle plus pourquoi, mais en tout cas. Alors, elle voulait me faire une injection et j'étais fâchée avec ma mère. Alors, j'avais beaucoup d'adrénaline. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la seringue et je me la suis plantée dans la jambe. Et depuis, figurez-vous que je peux faire mes propres injections. Alors, en y repensant, même si je ne me rappelle plus de la dispute en question, je suis très reconnaissante parce que je suis devenue beaucoup plus indépendante. Alors, ça a été une décision ponctuelle, si on veut, et je peux donc faire mes propres injections. Et cela me donne un sentiment d'indépendance. Et au cours des prochaines années qui allaient s'en suivre, donc qui allaient suivre cet épisode-là, je suis devenue beaucoup plus indépendante
indépendante. Je pouvais mesurer la dose, je pouvais tout mélanger. Euh, Évidemment, mes parents m'appuyaient dans tous ces efforts-là, mais j'étais devenue vraiment beaucoup plus indépendante. J'aime beaucoup ce pouvoir que nous donne l'indépendance et j'ai vraiment l'impression de pouvoir gérer ma maladie. Donc, un petit conseil que je peux vous donner, si vous avez des enfants qui ont de l'arthrite et qui prennent des médicaments, essayez de leur faire participer à l'exercice de préparation et de prise de médicaments. Et en tout cas, je vous recommande de faire en sorte que les enfants participent et cela permet aux enfants de mieux comprendre leur maladie et également cela leur permet de faire une transition beaucoup plus facile. J'ai essayé deux types d'injections pour l'Enbrel, qui est un médicament biologique. La première méthode où je mélange moi-même manuellement le médicament. Et qu'est-ce que je fais? Ce que je fais, l'injection, et je peux contrôler le dosage et j'ai trouvé que c'était assez facile. Mais j'ai essayé aussi une autre méthode, c'est l'auto-injecteur. Et puis, l'auto-injecteur, c'est comme un peu un épipène. Alors, vous le mettez contre le site d'injection, on appuie sur un bouton et puis l'aiguille injecte le médicament et le liquide sort et entre dans votre organisme. Mais je n'arrivais pas à contrôler la pression et j'ai trouvé que c'était très douloureux. Et puis, mes jambes ne réagissaient pas bien aussi. Après les injections, j'avais des bosses énormes et gonflées de la taille de balles de golf sur les jambes. Alors, c'était vraiment pas beau. Mais j'ai fait ça pendant quelques mois et j'ai décidé de continuer avec des seringues manuelles. Et dans mon cas, en tout cas, je ne souffrais plus et ce n'était pas aussi douloureux. Alors, lorsque je vous dis, si vous avez un jeune enfant qui n'aime pas les injections, mais qui doit commencer les injections, c'est que moi, je prenais de la crème EMLA quand j'étais toute jeune. C'est une crème anesthésique. Alors, je le mettais sur les jambes. J'entourais les jambes avec une pellicule de plastique. Je laissais agir la crème pendant 1 heure. Et puis, le site, à ce moment-là, était anesthésié et ça diminuait la douleur de la piqûre. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience de médicaments biologiques. Alors, ça ne va pas durer très longtemps parce que je n'avais pas de nausées comme j'avais avec les antirhumatismaux modificateurs de la maladie et je n'ai pas vraiment d'effets secondaires. Mais ça ne fait pas si longtemps euh, tout cela se passe aussi. Ça fait maintenant des années que je prends les médicaments et j'ai oublié à quel point j'étais dépendante du médicament pour gérer la douleur. Alors, lorsque j'ai dû avoir le vaccin contre la COVID, mon médecin m'a recommandé que je ne prenne pas de médicaments pendant 2 semaines après le vaccin Pfizer pour m'assurer que tout fonctionnait bien. Mais lorsque j'ai pris le vaccin Vaxxer, je devais avoir une injection d'Enbrel, mais on m'avait dit d'attendre encore 2 semaines. Donc, j'ai été 3 semaines sans Enbrel. Et j'avais pas fait ça depuis des années. À la 3e semaine, j'étais vraiment en piteux état. J'étais plus handicapée que je ne l'ai jamais été. Je n'arrivais pas à marcher, d'entrer, sortir de la douche, des autos et de faire des tâches quotidiennes. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais dépendante du médicament. Et cela a fait en sorte que j'étais devenue tellement reconnaissante de pouvoir avoir accès aux médicaments.
Et maintenant que j'ai avancé en âge, je pense toujours à quel point c'est euh, formidable de pouvoir avoir ce genre de médicaments. Et puis, à l'heure actuelle, je sais aussi que le médicament, bon, comporte un certain coût. Alors, pour le moment, j'ai l'assurance santé, je suis couverte par l'assurance de mes parents et c'est couvert grâce au régime d'assurance santé de l'Ontario, et ce jusqu'à l'âge de 25 ans. Après, j'aurai besoin de ma propre assurance. Alors, on ne pense pas à la couverture quand on est très jeune. Mais moi, j'ai ça en esprit. Je sais que dans 5 ans, il va falloir que j'ai un emploi stable, une carrière, avoir une prestation de maladie. C'est un facteur de stress pour moi et j'ai peur de ça. Même si j'ai encore 5 ans avant d'arriver à l'âge de 25 ans, le temps file. Et puis, si on n'a pas d'assurance, je ne peux pas me permettre d'acheter le médicament. Alors, je pense tout le temps à ça. Alors, je voulais quand même mentionner ce fait parce que c'est quelque chose quand même d'assez important. Et puis, je voulais vous dire aussi que j'ai une grande envie de voyager. Je veux étudier à l'étranger. Et puis, je pense tout le temps et qu'il faut que j'ai toujours le médicament. Il faut planifier, il faut avoir de l'assurance, il faut que je puisse trouver l'ombrelle là où je vais être. Et il y a tellement de choses auxquelles il faut penser. Et cela est toujours en tête pour moi, en tout cas. Je vais vous dire une chose, c'est que les médicaments biologiques ont changé ma façon de vivre. Je peux vivre comme je le fais maintenant et je vis maintenant presque sans douleur et je suis très reconnaissante de ce fait. Je suis reconnaissante d'être avec vous aujourd'hui. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser ou si vous voulez avoir quelqu'un dans votre réseau, et si vous voulez avoir un mentor pour votre enfant, je serai ravie de pouvoir vous rendre service. Vous avez ici mon lien à l'écran et vous pouvez contacter aussi Casey Friends. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Julie. Ça a été formidable d'entendre parler de votre expérience. Merci. Vous avez parlé. Vous savez, nous avons des parents, nous avons des patients. C'est merveilleux, Casey and Friends. Et on arrive aussi à célébrer les réussites. Et c'est bien de pouvoir partager toutes ces choses. Alors, c'est formidable de pouvoir en parler comme ça. Et puis, c'est vraiment incroyable d'entendre votre expérience d'une jeune femme de 20 ans. Alors, merci beaucoup. Alors, sur ce, je vais maintenant passer à notre conférencière, Dr. Tucker. Alors, comme vous le voir ici, le Dr. Tucker est une personne bien connue et de Casey and Friends. Elle est donc rhumatologue pédiatrique à la BC Children's Hospital et nous avons de la chance de pouvoir travailler avec votre clinique et de faire en sorte que nous pouvons transformer la vie des patients et de leurs familles. Alors, elle est spécialiste aussi des maladies anti-inflammatoires et elle est aussi une des directrices de CAPRI qui regroupe les chercheurs dans le domaine de la rhumatologie pédiatrique. Alors, aujourd'hui, elle va nous parler des médicaments biologiques. Alors, merci beaucoup, Jennifer, et merci, Julie, pour votre présentation extraordinaire. Ça, c'est formidable d'entendre votre expérience de médicaments biologiques.
Hmm. Alors, le docteur Tucker dit, je vais voir si je peux pas Yes. Okay. I'm avoir really la excited diapo à to use your l'écran. case Alors, law to talk nous y about a euh, topic that I know is very voici. important Alors, to je suis many ravie de biologic pouvoir vous students parler aujourd'hui d'un and young sujet qui professionals. vous And many tient of à you cœur, who are watching c'est-à-dire or are leaders les have traitements families or biologiques children or both en able rhumatologie citizens to pédiatrique. start biologics Et bon during nombre childhood d'entre vous ont with dû a prendre une reason to décision ou really devront care. prendre une And I décision hope au that sujet de you la will take prise d'un advice from médicament trusted biologique logistans pour soigner un and very enfant atteint de importantly, knowledgeable maladie people that we have in pediatric rhumatismale. rheumatology. Et vous There savez, are so many j'espère answers aujourd'hui, je vais vous that donner are going des to connaissances describe what a pratiques biologic sur treatment ce is, que ce how the médicament different types of puissant peut medications faire. work. We'll talk Et about why évidemment, il y a certain beaucoup medicines de are traitements effective qui and side effects existent. Je vais have, parler and des maybe divers even kind of médicaments. step Je through vais parler de l'efficacité, medications des and effets briefly secondaires et talk about parler un moving petit off peu of des biologic étapes. medications. Et So je first, vais mettre l'accent sur le médicament biologic biologique. is a Alors, protein qu'est-ce qu'un médicament synthesized from biologique? living cells C'est un that are organic médicament à and are base de made up of protéines sugars provenant de that live cellules vivantes naturally cultivées en polypeptide laboratoire. to be Alors, ça effective, peut être or fabriqué à sometimes partir are de given sucre, de intrathecally. protéines, d'acides They're nucléiques ou quite a d'une broad combinaison of treatments. complexe de ces Many of substances. these treatments are Et ce sont des formulated entités by vivantes telles que technologists. les cellules ou les Now, tissus. there are biologics Et that don't ces affect médicaments sont produits par les méthodes de that we're biotechnologie. all talking Et vous about connaissez sans doute de earlier. certains What traitements biologiques, are les biologics vaccins, and par what do they exemple, work? And les vaccins contre la how can COVID, you les be produits scientifically sanguins, well? les greffes cutanées et même On le this slide, Botox, I'm oui. listing Alors, some of sur the cette common diapo, vous biologic voyez ici medications that we use des in pediatric médicaments biologiques rheumatology courants qu'on that can utilise en rhumatologie sometimes be infections, pédiatrique. sometimes Alors, IV infusions, quelquefois, c'est sous some of the forme medications come in different d'injection, formulas, pardon, either de IV or perfusion. injection, and Et included down at the bottom on is voit the ici en different vert le medications after oral use. tofacitinib, qui est un produit How biologique are assez nouveau et biologics qui se fait different par from the prise IV orale. treatments that your children Alors, receive? comment est-ce que The ces reason they're traitements different is that biologiques these diffèrent-ils medications des target the autres same part of the médicaments? body. Eh bien, ces médicaments Most of these use ciblent lectin that are known des to parties drive précises du système immune disease. And immunitaire because of et va this, they donc are intended causer to moderate toutes pathways in ces symptoms. parties du système immunitaire How to qui do a proper ont cardiac une assessment is inflammation not done by due just à la looking maladie but rhumatismale. this is actually a Alors, slide il that y a is ici une question set pathways to d'immunosuppresseurs. show how Alors, on voit biologics ici may une série block très pathways complexe that de regulate voies inflammatory qui montrent les disease. traitements On biologiques this qui slide, bloquent you les see the voies qui biologics entraînent les during maladies inflammatoires. inflammation. And if Alors, you look vous at the areas voyez where the red ici arrows are, some of les these flèches treatments that you rouges. know Alors, il s'agit de certain médicaments que vous medications, how connaissez they block peut-être certain et on voit comment ils cytotoxic peuvent mutations such as bloquer TNF, les IL-1, TNF ou IL-1 ou les récepteurs. Ce sont des produits cytokiniques. one of the very common Alors, questions une des that we get asked questions by parents about qui biologics est is, souvent what are posée par safe les parents, biologics? est-ce Some que may les be toxical médicaments and biologiques sont pose side effects, sécuritaires? such Quels as sont les effets infections. I secondaires? think it's Alors, important to note voici that for children, certains most effets biologics are secondaires safe and qui absolutely peuvent no side effects. survenir. Alors, So that's really alors, important to note bon when nombre we're de talking about patients whether or prennent not les biologics médicaments may have any biologiques et side n'ont effects, aucun effet because these secondaire. medications are nearly all Mais given by ces intrathecal médicaments infusions, sont soit including administrés par injection ou par infusion perfusion. reaction Alors, or injection certains enfants resistance. peuvent avoir une Now, those infusion réaction site reactions are cutanée, par transient and get exemple, better over time. mais évidemment, We cela do s'améliore monitor avec le temps. percent Alors, or nous low faisons une infusion numération during certain globulaire situations, pour or évaluer la maybe we faible have some numération switching in globulaire reverse if ou we start d'autres injecting anomalies en or laboratoire. increasing cholesterol Euh, and fat. Par So exemple, il peut y even avoir when des children receive questions any d'augmentation de immunosuppressant cholestérol. Alors, biologics, quelquefois, les that's enfants a common souffrent de maux de question that we have tête. to look out with parents, Pourquoi? either Parce qu'il y a underlying une chronic immunosuppression. infections Alors, dans ce or cas-là, il faut infections vérifier s'il or n'y a pas sometimes bacterial d'infection. infections. Alors, quelquefois, ça peut être It's une pharyngite, un important for children with streptocoque biologics to ou avoid encore unnecessary une injections infection and urinaire ou drug-related autre. reactions. Et c'est très important Two d'éviter very les rare vaccins potential à side effects virus of vivant biologics lorsqu'on are prend des médicaments liver biologiques disease, parce which qu'il y is a a un risque rare de réaction. biologic condition. Alors, il y a It's des effets very, secondaires very, very rare, possibles
Alors, par exemple, la maladie des myélinisantes, bon, c'est très, très rare, ça arrive presque jamais, mais il faut bien choisir le médicament parce qu'il y a aussi la question de sclérose en plaques aussi. Et on peut dire aussi que le risque accru de cancer au cours de la vie n'a pas été vraiment prouvé. Bon, ces cas-là sont très, très rares, s'il y en a. Alors, une des questions aussi qu'on nous soulève, est-ce que un enfant qui prend un médicament biologique peut avoir aussi le vaccin contre la COVID? Oui, absolument. Et nous recommandons que votre enfant ait le vaccin contre la COVID. Mais il faut arrêter le médicament à ce moment-là, le médicament biologique. Autre question qu'on nous pose ici dans la boîte de discussion, est-ce que les traitements biologiques provoquent des problèmes à long terme? Ce qu'il faut savoir, c'est que les médicaments biologiques ne restent dans l'organisme que très peu de temps, quelquefois des jours ou des semaines. Alors, l'effet sur les cellules immunitaires, autrement dit, et cela ne s'accumule pas dans l'organisme, causer des problèmes au fonctionnement des organes. Au long cours, il n'y a pas vraiment des problèmes de ce genre. Mais on demande aussi s'il y a des ennuis touchant la fécondité des jeunes femmes. Non, rien ne prouve qu'il peut y avoir des problèmes de fécondité. Et puis, euh, par exemple, est-ce qu'on peut voir ici les enfants qui peuvent avoir des infections? Et puis, est-ce qu'on peut recommander ce médicament aux enfants? Alors, on sait que dans des cas de maladies graves ou de maladies qui menacent la vie, il faut faire attention. Les maladies oculaires peuvent causer une perte de vision permanente. Par exemple, la dermatomyosite avec une grande faiblesse ou encore la GIA systémique qui est très active. Il faut faire attention. Et il faut aussi faire attention lorsqu'il y a du lupus ou vasculite. Alors, je ne peux pas vous parler de toutes les maladies, mais je vais vous parler de certaines situations qu'on trouve euh, régulièrement. Alors, quels sont nos objectifs? C'est de lutter contre la maladie et aussi ce que nous voulons faire, c'est d'avoir une rémission. Et on sait que les résultats à long terme peuvent être très bons. Alors, lorsqu'on recommande un médicament biologique, évidemment, comme j'ai dit, dans les cas d'une maladie grave, alors une inflammation oculaire, les enfants qui ont une dermatomyosite, comme je l'ai déjà dit, la GIA, par exemple, où il y a des flambées graves. Alors, il faut à ce moment-là recommander un médicament biologique assez tôt. Également, on recommande un médicament biologique euh, quand il y a des enfants qui ont utilisé le méthotrexate, mais que ça ne fonctionne pas, ou lorsqu'il y a des poussées d'uvéite. Et donc, euh, la GIA systémique est une maladie assez intéressante. Je vais revenir là-dessus. Alors, je vois ici les directives de traitement d'AGIA du American College of Rheumatology. Et ça a été mis au point par un jury expert de rhumatologues pédiatriques des États-Unis et du Canada après avoir fait un examen approfondi des données scientifiques. Alors, je vais vous indiquer ici que le médicament biologique est maintenant un traitement standard lorsqu'il y a un échec précoce de la prise de méthotrexate. Et sur cette diapo, vous voyez le nombre d'enfants qui ont été traités
par un médicament biologique. Alors, je vois ici 3 études de registre de 15 000 enfants qui ont été traités par des médicaments biologiques. Alors, ces enfants-là représentent divers pays, l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas. Et la plupart de ces enfants prenaient du méthotrexate et même si on a les résultats qui remontent à 10 ans, on sait que le traitement devient de plus en plus courant. Alors, on voit ici les données qui viennent du registre canadien d'AGIA. Alors, à ce jour, nous avons 23 de chances de commencer un médicament biologique au cours de la première année de maladie qui a été diagnostiquée. Et on voit ici qu'il y a donc cette possibilité pour ces 465 enfants de commencer un médicament biologique dès la première année de maladie. Donc, est-ce que ces médicaments biologiques sont efficaces pour le traitement de l'AGA? Alors, on voit ici que c'est très efficace parce qu'on voit ici que ces enfants-là n'arrivent pas à avoir des effets avec le méthotrexate. Et on voit ici qu'il y a une amélioration au bout de 6 mois et un tiers de ces enfants ont une amélioration de 90% après 6 mois lorsqu'ils prennent des médicaments biologiques. Alors, si on regarde le registre allemand, alors c'est une étude qui s'appelle Biker. Alors, ils ont parlé de l'expérience clinique dans des conditions réelles, donc il ne s'agit pas d'essais de médicaments. Des 2000 enfants qui prenaient l'étanercept, 75-80% s'étaient améliorés de 50% ou plus et 28% étaient en rémission au bout d'un an, avec très peu d'effets secondaires, soit mineurs ou graves. Alors, je voulais parler de la GA systémique parce qu'il s'agit d'une arthrite différente où les enfants peuvent avoir une fièvre ou encore une éruption cutanée. Alors, notre traitement standard comprenait naproxène, souvent des doses élevées de prednisone ou stéroïdes, peut-être de méthotrexate ou de cyclosporine. Et maintenant, on sait que le recours précoce à un traitement biologique parfois au moment même du diagnostic, permet de lutter rapidement contre la maladie afin d'éviter ou d'arrêter rapidement la prise de prednisone. Et donc, on voit qu'il y a un changement en ce qui touche le traitement de la maladie. Chez les enfants atteints d'uvéite qui ont une inflammation grave à l'œil, nous avons travaillé avec les ophtalmologistes et lorsqu'on n'arrivait pas à bien utiliser le méthotrexate, et on utilisait donc les médicaments biologiques, on voit ici à l'écran. Alors, et grâce à ces 3 médicaments-là, il y avait plus de flambée ou de poussée. Donc, c'est vraiment très important dans le cas du VIH d'avoir un médicament biologique. Ou encore, une autre question, qu'est-ce qui se passe si le médicament biologique ne fonctionne pas? Dans une étude qui a été publiée en 2020, une étude sur le registre au Royaume-Uni des enfants qui avaient la GI et qui avaient commencé les médicaments biologiques. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que 23% de ces 2000 enfants qui étaient étudiés avaient besoin d'un deuxième médicament biologique et 5% un troisième médicament biologique. Et je crois que si le premier médicament biologique ne fonctionne pas, on passe à un autre médicament biologique.
Alors, qu'est-ce qui est un médicament biosimilaire? Alors, bon nombre de familles en, en- en parlent. Alors, voici ce qu'il en est. Il s'agit ce sont des médicaments génériques. Ils ressemblent beaucoup euh, aux médicaments de marque déposée, mais ce n'est pas exactement la même chose parce que ces médicaments génériques ne sont pas identiques sur le plan chimique. Et, et il y a euh, des biosimilaires qui sont acceptés au Canada. Donc, Santé Canada les approuve s'ils voient qu'il n'y a pas de différence en ce qui touche la sécurité, la qualité ou l'efficacité du médicament. Et pourquoi est-ce qu'on veut utiliser des médicaments biosimilaires? Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins coûteux comparé aux médicaments biologiques originaux ou Princeps. Alors, sur cette diapo, je vous montre des données de Santé Canada et on voit ici qu'en 2018, cela représentait 7,7 milliards de dollars. Alors, on voit ici toutes les maladies ont utilisé ces médicaments biologiques, l'arthrite et autres maladies du genre. Donc, on voit ici pourquoi Santé Canada et d'autres administrations préfèrent les biosimilaires. Et si on voit ici au bas du tableau, vous voyez très peu de médicaments biosimilaires qui sont utilisés pendant la même période. Alors, vous voyez ici certains noms de médicaments biosimilaires. Alors, par exemple, l'étanercept, l'adalimumab, l'infliximab ou autres, ou les anti-IL-6 ou un agent tocilizumab, canakinumab, abatacept et autres. Alors, quelquefois, les familles s'inquiètent ici de quand est-ce qu'on devrait commencer un biosimilaire ou est-ce que ce médicament biosimilaire sera aussi efficace. Il y a eu des études qui ont été faites auprès d'adultes et montrent que l'efficacité est la même. Et puis, on voit dans d'autres pays que les biosimilaires ont été utilisés chez les enfants de façon efficace. Est-ce que c'est sécuritaire? Eh bien, les données montrent que c'est très rassurant. Et je peux vous dire que l'utilisation précoce euh, euh, c'est intéressant parce qu'on voit que dans toutes les études publiées, que les biosimilaires sont efficaces. Alors, est-ce qu'on pense aussi à la transition à un médicament biosimilaire? Il y a parfois un effet nocebo. Pourquoi? Parce que si on dit à quelqu'un, voilà, vous allez changer d'un médicament et puis si la personne pense que c'est pas aussi efficace, etc., devient nerveux au sujet du changement. Et puis l'anticipation négative peut entraîner une poussée de la maladie. Donc, il faut faire attention lorsqu'on parle d'efficacité. Alors, si vous avez analysé la possibilité de prendre un médicament biologique ou biosimilaire, quelles sont les prochaines étapes? Alors, d'une façon générale, il faut avoir un dépistage, il faut faire des tests de laboratoire, un examen d'immunisation. Il faut voir aussi quel est le programme qui peut aider avec la couverture. Il faut qu'il y ait une couverture santé provinciale ou encore une assurance quelconque. Il faut travailler aussi avec l'équipe de rhumatologie pédiatrique. Il y a toutes sortes de médicaments biologiques qui existent. Alors, ça change d'une province à l'autre. La couverture du gouvernement n'est pas la même. Il peut y avoir une couverture d'assurance privée, il peut y avoir un déductible. Ensuite, une couverture pleine et entière de la part du gouvernement ou de la compagnie d'assurance. Et
Et dans des cas de maladies très rares, un laboratoire pharmaceutique peut peut-être accorder une utilisation pour des raisons de compassion, mais ça, c'est limité en durée. Alors, euh, vous avez besoin d'une participation active pour avoir une couverture pour un médicament biologique. On va vous contacter pour avoir l'information au sujet de la couverture d'assurance. Et votre médecin doit soumettre une demande au nom de l'enfant pour avoir un financement d'un organisme provincial. Peut-être que vous devrez aussi contacter la compagnie d'assurance. Alors, une fois que l'enfant prend des médicaments biologiques, il est important d'avoir des visites régulières de suivi à la clinique et de faire des tests de laboratoire. Tout ce que votre équipe vous recommande de faire parce que votre équipe médicale vous demande de l'information et devra justifier la couverture d'assurance. Alors, vous devez emmener l'enfant à l'urgence s'il y a une maladie. Alors, il faut surveiller de près s'il n'y a pas d'infection, évidemment. Et il faut aussi garder les communications avec l'équipe médicale et aussi le programme de soutien du patient. Alors, il y a aussi la question au sujet du médicament biologique. Quand cesser de les prendre? Cela entraîne une certaine controverse. Il y a des directives, mais ne sont pas encore accessibles. Alors, c'est difficile à dire pendant combien de temps il faudra prendre les médicaments biologiques. Un mois, un an, on ne sait pas au juste, mais en général, c'est plusieurs mois ou années. Alors, la décision doit être discutée avec le patient et la famille. Il y a certains facteurs qui entrent en jeu, le nombre de poussées, par exemple, par le passé, la difficulté de lutter contre la maladie, le niveau de lésions dues à la maladie, le risque, etc. Alors, moi-même et tous les autres rhumatologues pédiatriques comme Nadia Luca et Roberta Berard participons à une étude là-dessus et nous analysons cette question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut savoir quand arrêter la prise de médicaments biologiques. Alors, j'ai assez parlé. J'aimerais vous remercier pour l'occasion qui m'a été donnée d'aborder le sujet. Et je vais maintenant céder la parole à Jennifer Wilson et je pourrai répondre à toutes vos questions. Et je vais arrêter de partager mon écran. Alors, merci beaucoup, dit Jennifer. Je pense que vous pourriez partager votre écran très, très longtemps parce qu'il y a encore tellement de questions. Et vous savez, chaque question est importante, mais tous les jours, on reçoit des questions à Cassie and Friends. Et les médicaments biologiques, c'est quelque chose de nouveau et ça va continuer à évoluer. Alors, maintenant, j'aimerais inviter Julie de revenir ici. Toute cette question de médicaments biologiques, de biosimilaires, comme on le sait, ça change d'une province à l'autre. Et puis, je suis ravie de pouvoir avoir l'aide de spécialistes qui vont répondre à vos questions aussi. Alors, Bobia Berard, qui est rhumatologue pédiatrique au London Health Sciences, et le docteur Nadia Luca, qui est rhumatologue pédiatrique à l'Alberta Children's Hospital. Alors, il y a tellement de questions, on ne sait pas où commencer. Alors, par où commencer? On va commencer par la dernière question peut-être. Alors, nous avons beaucoup de questions. Il y a des enfants qui prennent des médicaments biologiques et veulent en savoir plus sur
la période, combien de temps cela prendra avant de cesser la prise de médicaments biologiques. Alors, par exemple, si mon enfant connaît une certaine stabilité et puis ça marche bien, mais tout d'un coup, le médicament arrête de faire ses effets. Et puis ça, évidemment, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est la raison pour laquelle que c'est bien de faire partie de notre étude de Capri parce qu'il faut savoir ce qu'on doit faire. Il faut essayer de voir quel enfant va bien réagir en fonction de tel ou tel autre type de médicament. Et c'est vrai que nous avons des patients et le docteur Bourard va certainement pouvoir en parler, Bérard, qui vont dire que les médicaments biologiques fonctionnent très bien pendant un certain temps et ensuite, ça ne fonctionne plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'il y a des anticorps qui se forment ou peut-être que le système immunitaire change aussi. Le son a coupé. Mais d'une façon générale, il y a d'autres solutions qui existent. Alors, si quelque chose ne fonctionne pas, on va parler avec vous des autres possibilités. Je sais que c'est très difficile pour les familles et les enfants lorsqu'on sait qu'un médicament marche bien, puis tout d'un coup, ça ne marche pas. Mais il existe d'autres possibilités. Il y a d'autres options et vous pouvez me contacter. Je sais que dans la boîte de discussion, d'autres questions. Et comment ça se fait que mon enfant prend toujours du méthotrexate et médicaments biologiques? Pourquoi? Parce que le médicament biologique aide à prévenir la réponse immunitaire, surtout pour ça. En tout cas, je vais laisser mes collègues prendre la parole. Alors, Jennifer, je dis que j'aimerais ajouter une autre question. Y a-t-il une hiérarchie de médicaments biologiques? Par exemple, si un médicament biologique ne fonctionne pas, est-ce qu'on passe à un autre médicament? Est-ce qu'il y a une hiérarchie en quelque sorte? Alors, je vais demander à Dr. Bérard de répondre à cette question. Merci. Alors, j'ai écouté ce que le docteur Tucker avait à dire et lorsqu'on pense à cette question de hiérarchie, par exemple, si le médicament biologique est efficace mais perd son efficacité au bout d'un certain temps, pour nous, c'est un échec de type secondaire, si on veut. Peut-être qu'il y a une tolérance qui a été déclenchée. Alors, c'est pour ça qu'on garde le méthotrexate pour éviter que le médicament biologique ne fasse plus effet. Alors, si vous avez MREL ou Humira ou autre, toute cette famille de médicaments qui bloquent le système immunitaire et si l'effet est perdu, bien souvent, on choisit un autre médicament de la même classe parce qu'on s'est dit, voilà, le patient bon, se portait bien avec tel médicament, alors on va essayer de trouver un médicament qui ressemble. Alors, on veut savoir s'il y a eu un échec dès le point de départ et si c'est le cas, on choisit un autre mécanisme. Par exemple, s'il y avait un blocage du TNF et que ça n'a jamais fonctionné, on va peut-être utiliser on va penser aux cellules T, comment elles se parlent entre elles. Alors, si par exemple, il y a un bon effet, mais que l'effet s'affaiblit, on demeure dans la même classe de médicaments. Merci beaucoup. Maintenant, le docteur Luca, est-ce qu'il y a
un maximum de médicaments biologiques qu'un enfant peut prendre? Merci pour la question. À ma connaissance, c'est non, il n'y a pas de maximum comme tel, mais il y a une limite en fonction d'un certain nombre de facteurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui est disponible pour les patients pédiatriques et aussi quel est le régime d'assurance en question, où il y a une couverture pour des raisons de compassion pour les médicaments biologiques ou biosimilaires. Mais pour ce qui est d'essayer divers médicaments biologiques dans la même classe, on essaie d'essayer un médicament biologique qui va finir par être efficace. On les essaie tous avant de trouver celui qui est efficace. Alors, on parle aussi de système qui est compromis. Alors, le Dr. Tucker, on a parlé un petit peu. Alors, peut-être que Julie pourrait aussi parler d'avoir le système immunitaire qui est compromis ou non. Alors, par exemple, dans une école, lorsque tout le monde a la grippe, après une perfusion, est-ce que, par exemple, le système immunitaire est plus compromis dans certaines conditions par rapport à d'autres conditions? Alors, d'abord le Dr. Tucker et ensuite Julie. Oui, une question, par exemple, est-ce que mon enfant devrait aller à l'école après la perfusion? Oui, parce que nous avons un certain nombre d'enfants dont nous nous occupons de ces enfants-là et on ne recommande pas de rester à la maison parce qu'ils prennent des médicaments biologiques. Non, mais ce qu'on recommande, c'est qu'on prenne des précautions, qu'on soit prudent pour que les enfants n'aient pas trop de contact avec des personnes qui sont très infectées. Alors, par exemple, en raison de la COVID, les enfants savent beaucoup mieux ce qu'il en est pour ce qui est de l'hygiène. Alors, d'une façon générale, il n'y a pas de restriction. On ne recommande pas de restriction dans le cas d'un enfant qui prend un médicament biologique. Mais dans une situation plus délicate, par exemple, c'est de euh, savoir qu'il en est d'autres vaccins que la COVID. Est-ce qu'il y a des vaccins vivants, par exemple, si votre enfant doit avoir une chirurgie, etc. Il faut vraiment s'assurer avec l'équipe que les précautions sont prises. Mais sinon, il n'y a pas de restriction, non. Alors, de la recommandation à la pratique maintenant, dit Jennifer. Alors, quelles sont vos idées? Quels sont les effets sur votre vie? Alors, Julie dit, moi, ça fait tellement longtemps que je prends des médicaments biologiques. Je ne me rappelle plus quand j'ai commencé, peut-être l'âge de 10 ans. Et puis, c'est toujours dans ma tête qu'il faut que je fasse attention, que je ne devienne pas malade, que j'évite les germes aussi. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais la varicelle et on m'a isolée à l'hôpital, non pas parce que j'allais mourir ou que je me sentais mal, mais c'était juste pour mieux me protéger, si on veut. Et aussi, je jouais beaucoup à divers sports. Lorsque j'avais des blessures dues au sport, ça prenait un peu plus de temps à guérir. Ce n'était pas une question de médicaments biologiques. Il fallait que je fasse un peu plus attention, c'est tout. Et je mets ça en pratique, surtout depuis le début de la COVID. Donc, peut-être que j'étais un peu plus stressée en raison de la COVID parce que je ne savais pas au juste ce qui allait se produire. Alors, j'étais prudente, mais d'une façon générale, ça n'a pas vraiment changé ma vie.
Je veux juste être prudente, c'est tout. Et puis, je fais attention, pas attraper trop de microbes, etc., quand je prends l'autobus et le reste. Alors, merci beaucoup, Julie. Jennifer D., parce que nous avons beaucoup de questions au sujet de l'administration des médicaments biologiques. Alors, une question touche, par exemple, un enfant qui a peur des piqûres. Alors, un parent nous dit qu'il administre le médicament biologique quand l'enfant dort. On va voir ce que le docteur Luke a à dire d'une façon générale. Comment administrer un médicament biologique et qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ça, c'est une question qu'on nous pose souvent et cela touche les enfants et les adolescents de tout âge. Alors, d'une façon générale, c'est qu'il y a diverses stratégies qui existent et cela dépend du mode d'administration. Est-ce que c'est l'injection ou la perfusion? Mais on dit souvent ce qu'on peut faire, par exemple, s'assurer que le médicament biologique est à la température de la pièce et non pas froid, parce que c'est plus douloureux quand ça sort du frigo. Alors peut-être qu'on le met avec de la glace, par exemple, ou encore on peut utiliser une crème anesthésique, comme l'a dit Julie, juste bien préparer la peau avant. Et également, certains estiment que si on utilise une seringue plutôt qu'un auto-injecteur, c'est mieux parce que on peut contrôler le débit, la vitesse. Et Julie en a parlé, je crois bien. Et puis d'autres personnes disent, oh, je ne veux pas voir la seringue, je vais utiliser l'auto-injecteur. Ça, c'est une question individuelle. Pour ce qui est de très jeunes enfants et qui ont des besoins complexes, et il faut quand même en parler à l'enfant et à l'ensemble de la famille. Il peut y avoir beaucoup de stress. Il y a diverses stratégies qu'on peut adopter en famille. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup à dire à ce sujet-là. Mais je veux ajouter que si les injections ne sont pas possibles en raison de toute l'anxiété, on a aussi des médicaments qu'on donne par perfusion et c'est une option peut-être pour l'enfant s'il n'y a aucune tolérance. Alors, d'une façon générale, est-ce qu'on devrait avoir une perfusion IV si on a la possibilité de le faire, évidemment? Je ne sais pas si j'ai répondu d'une façon générale. Oui. Alors, Julie, vous avez parlé de crème anesthésie. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux parents? S'il y a quelque chose qui vous a aidé dans votre parcours. Vous avez parlé de la petite dispute que vous avez eue avec votre mère et puis ça a été tout un changement pour vous. Alors avant, j'étais nerveuse. Alors, j'avais des injections quand je prenais du méthotrexate. Alors, c'était bien de pouvoir d'avoir quelqu'un d'autre qui le fasse pour moi. Alors, je sais que quelqu'un a parlé de l'administrer pendant la nuit. Oh, moi, je ne recommande pas ça du tout, hein, parce que si on se réveille, aïe. Mais s'il y a une heure donnée, on peut se préparer mentalement. Alors peut-être après l'injection, on peut dire, ah, on peut prendre de la crème glacée, quelque chose comme ça, parce que les enfants vont penser à la petite gâterie qui va suivre la piqûre. Ah, merci beaucoup, Julie, dit Jennifer. Et pour ce qui est de Cassie and Friends, on parle à beaucoup de familles et vraiment, si vous avez un problème, vraiment, parlez à l'équipe de rhumatologie pédiatrique parce que ça peut être tout un défi, c'est vrai. Alors, il faut parler de tous ces défis. Et nous avons aussi un réseau de soutien
Et nous avons des parents qui ont beaucoup d'expérience et qui peuvent vous dire comment faire l'injection, surtout en ce qui touche Humira. On va en parler sous peu. Alors, s'il vous plaît, contactez la communauté. Alors, nous avons aussi des questions au sujet de l'Humira. Vous avez des enfants qui prennent l'Humira sans citrate. Le citrate, c'est un agent de préservation qui donne la sensation de brûlure lorsqu'on fait l'injection. Je crois que la meilleure façon de répondre à cette question, c'est de voir ce que tout le monde en pense. Nous avons le docteur Tucker qui représente la Colombie-Britannique. Nous avons l'Alberta avec Nadia Luca et Bobby Bérard de London. Alors, s'il y a Humira qui est accessible aux patients, est-ce que vous allez prescrire Humira? Alors, Laurie, à vous. Alors, en Colombie-Britannique, on a Humira uniquement pour les patients de 6 ans et ceux qui commencent un médicament biosimilaire. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de médicaments biosimilaires sont sans citrate. Donc, beaucoup d'adolescents voulaient avoir un biosimilaire et ont bien aimé cette possibilité-là parce que c'était sans citrate. Oui, merci beaucoup. Maintenant, Dr. Luca, nous avons accès aux 20 mg pour l'Humira sans citrate, mais on n'a pas accès à la dose de 40 mg sans citrate. Alors, pour savoir si vous allez avoir la couverture pour le médicament original ou non, ça dépend de l'assurance. Pour ce qui est du gouvernement, c'est que tout le monde commence avec le biosimilaire. Ça ressemble à ce qui se passe en Colombie-Britannique. Et puis, ça fonctionne assez bien, comme dit le docteur Tucker, parce que sans citrate, c'est bien toléré. Merci. Maintenant, le docteur Bérard. Alors, en Ontario, nous avons aussi accès au Lumira 20 mg sans citrate, mais juste pour les enfants qui ont moins de 30 kilos. Donc, on a accès à cette Humira 20 mg sans citrate. Je crois qu'au Canada, on n'aura pas de 40 mg sans citrate. Mais en Ontario, depuis le mois de mars, pour la Denomilab, il y a 5 biosimilaires et 2 de ces biosimilaires sont sans citrate et on peut les avoir sous forme de 40 mg. Alors, pour les enfants qui ont de l'arthrite juvénile idiopathique ou aussi l'uvéite, le gouvernement accorde les biosimilaires, mais au cours des 6 derniers mois, donc, pour les compagnies privées, on n'a pas encouragé l'Humira sans citrate, mais ça va s'en venir. Mais lorsque je commence avec une classe de TNF, je parle d'Enbrel, je parle ensuite d'Humira, je parle d'Adunilimab, je parle des biosimilaires et toutes les options et tous les nouveaux médicaments que j'ai prescrits. Les patients eux-mêmes choisissent les biosimilaires parce qu'ils pensent qu'il y aura moins de douleur à l'injection. Mais moi, je vous donne de l'information. C'est tout ce que les patients m'ont dit. Et le docteur Tucker l'a mentionné, c'est qu'en Ontario, on n'a pas des intraveineuses. Bon, il faut avoir essayé d'autres choses avant. Alors, il faut faire attention parce que il n'y a pas nécessairement de couverture pour les IV comme première option. Alors, si vous êtes au webinaire
Et si vous n'avez pas commencé un médicament biologique et si vous êtes intéressé par le sujet, si vous sentez perdu, ben, le sujet est très complexe, vous savez. Alors, si vous avez des questions, posez-les à votre équipe de rhumatologie pédiatrique. Mais si vous avez de la réussite ou non, vous pouvez partager vos expériences avec le reste de la collectivité ici. Alors, Cassie et Friends est là pour vous aider et pour défendre vos intérêts. Alors, si vous avez des expériences que vous voulez partager, s'il vous plaît, dites-le nous, faites-nous savoir ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe dans toutes les provinces. Mais plus on arrive à communiquer, à partager nos histoires, on pourra avoir plus de possibilités pour avoir accès aux médicaments. Alors, le docteur Tucker dit, moi, ce qui m'intéresse, j'aimerais savoir s'il y a des familles qui ont des questions, qui sont intéressées à défendre les droits des, euh, pour ce qui est de les personnes atteintes de AGA. Par exemple, en Colombie-Britannique, on a des téléconférences collaboratives entre divers joueurs et on parle des défis qu'ont les familles. Alors, divers représentants vont pouvoir voir ensemble ce qu'ils peuvent faire pour aider les patients. Alors, vous faites partie de cet exercice parce qu'à Cassie et Friends, vous devez nous faire savoir quelles sont vos difficultés. Alors, je fais écho à ce qui a été dit et je peux dire que ici, si vous administrez des injections aux enfants, je vais vous dire, vous êtes vraiment des héros et des héroïnes parce que je sais que c'est difficile à faire. Alors, félicitations, vraiment. Tout à fait, dit Jennifer. Maintenant, on va céder la parole à Julie parce qu'elle prend des médicaments. Alors, j'ai une question pour vous, d'un représentant de communiquer des jeunes gens. Alors, pour ce qui est de gérer la maladie, est-ce que vous avez eu du stress lorsque vous devez ajouter des médicaments à votre routine? Alors, qu'est-ce que vous faites? Il faut que je fasse de la recherche avant de prendre un nouveau médicament. Je pose des questions aux pharmaciens, aux médecins. Je vais avoir divers points de vue. Je vais être sûre que les médicaments ne vont pas interagir. Je vois aussi comment se comporte mon organisme et c'est une question où il faut écouter ce qui se passe dans son corps. Alors, un autre conseil que j'aimerais donner aux parents, surtout, c'est de communiquer avec l'enfant qui est atteint d'arthrite parce qu'ils ne vont pas mentir, ces enfants-là. Et je sais que moi, je n'aimais pas les injections et j'aurais surtout pas à avoir une injection pendant la nuit. Mais parler à l'enfant, demander à l'enfant si il voudrait avoir l'injection pendant la nuit. En tout cas, la communication, c'est très important. Alors, Jen dit, nous avons quelques questions plus précises. Docteur Luca, maintenant. Est-ce qu'on devrait vérifier les niveaux d'anticorps? Le docteur Luca dit, on parlait des anticorps par rapport aux médicaments biologiques. Et pour le moment, on peut juste vérifier les niveaux d'anticorps pour l'adulimab. Peut-être un autre, je ne suis pas sûre, mais deux médicaments en tout cas.
pour ce qui est des niveaux d'anticorps. Et la décision si on devrait les commander ou non, cela dépend du scénario clinique. Par exemple, si on a une très bonne réaction et ça diminue, il y a des flambées. Alors ça, c'est une situation où, à ce moment-là, on va vérifier les niveaux. Alors, docteur Bérard, est-ce que, par exemple, pour ce qui est de la numération globulaire, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, la faible numération, c'est toxiloménab. Pourquoi? Parce que c'était par perfusion IV. Et puis après, il y a eu d'autres injections. Ça, c'était vraiment bien aussi. Et puis, d'une façon générale, c'est sous 1,5 pour les nutrophiles. Alors, moi, je tolère entre 1 et 1,5. Et si c'était une tendance, peut-être que je vais espacer le dosage de quelques jours. Alors, les risques d'infection seraient présents sous 0,5. Alors, j'aime bien que ce soit au-dessus de 1, mais cela dépend. Si ce n'est pas grave, je vais suivre ça pendant quelques mois. Et puis, évidemment, je vais faire des tests sanguins euh, avant la prochaine injection. Mais nous, on aime bien que ce soit 1,5 et plus. Ça, pour nous, c'est l'idéal pour ce qui est de la numération globulaire. Et le docteur Tucker, maintenant, la question, vous en avez déjà parlé, mais c'est la relation ou d'études qui montrent la durée du traitement biologique et les risques de rémission. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de données, de bonnes données, dit le docteur Tucker. Je crois que cela varie beaucoup d'un patient à l'autre. Ce que je peux dire, et c'est surtout pour les enfants qui ont de l'AGA systémique, c'est que le traitement précoce avec un médicament biologique va diminuer l'inflammation et bon nombre d'enfants peuvent arrêter le médicament de façon efficace et avoir une rémission. Pour les autres sous-types d'arthrite juvénile, on en comprend un peu plus au sujet des médicaments biologiques, de commencer de façon précoce, traiter l'inflammation, mais dire que si on prend le médicament pendant 1 an, il y a plus de risques de flamber que s'il y a 2 ans. Je peux vous dire, c'est que je n'ai pas l'information pour prendre la décision. Alors, cela dépend du patient. Par exemple, un patient qui a eu plusieurs poussées à chaque fois qu'on arrête le médicament, c'est très différent d'un enfant qui a pu avoir un contrôle des flambées, par exemple. Donc, dans notre pratique, on analyse soigneusement les personnes et on discute avec chacun avant de prendre une décision et en fonction de l'expérience de chacun. Encore une petite seconde pour le docteur Tucker. Alors, c'est une bonne question aussi. Alors, il s'agit d'un parent qui a donc un enfant qui a est-ce qu'il y a un bon médicament biologique pour le RA? La réponse, il y a plusieurs médicaments biologiques qui seront plus efficaces pour un enfant le RA. Alors, il faut en parler avec le rhumatologue pédiatrique et ils vont sans doute recommander à ce moment-là
Alors, des possibilités, des options, par exemple, qui risquent de mieux fonctionner pour un enfant qui y aura. Mais c'est vrai qu'un médicament biologique est préférable dans ce cas-là. Et on sait que ces enfants-là ont plus de douleurs que les autres enfants qui ont une autre IgA et c'est difficile à contrôler la maladie à ce moment-là. Et alors, il vaut mieux traiter ces enfants-là qui ont le RA de façon précoce. Donc, j'ai de l'espoir que si on commence les médicaments biologiques de façon précoce, arrivera à mieux contrôler la douleur parce que la douleur vient quelquefois à une inflammation qui est plus inconnue. Alors, quelquefois, la GA, le médicament, la GIA, donc ne fonctionne pas nécessairement dans le cas de RA. Alors, j'espère que cela vous vous aider lorsque vous prenez une décision, que vous y penserez. Alors, Docteur Bérard, maintenant, nous avons une question et cela est peut-être posé en clinique. Comment est-ce que vous parlez aux familles qui veulent une autre approche que les médicaments biologiques, une approche naturelle? Qu'est-ce que vous dites? Merci pour la question. Je ne sais pas, c'est de la naturopathie pour traiter l'arthrite ou la naturopathie par rapport aux médicaments biologiques. Je suis ouverte à d'autres possibilités si cela n'interfère pas avec les médicaments qu'on utilise ou d'arriver à faire en sorte que l'enfant vive sans douleur. D'après ce que je sais, en tout cas, il n'y a pas de traitement naturopathique qui arrive au résultat que nous avons avec les autres médicaments. Alors, les patients devraient communiquer avec moi s'ils veulent essayer d'autres solutions. Évidemment, on sait que ce qui a changé dans le domaine de l'arthrite juvénile, ça a été l'utilisation de médicaments biologiques et cela nous apporte une grande satisfaction. On a vu combien ça a changé la vie des enfants, ces nouveaux médicaments. Donc, je ne peux pas dire, ben voilà, je préfère l'approche naturopathique par rapport à des médicaments que je sais et dont je suis sûre et que je sais qu'ils fonctionnent bien. Alors, je ne sais pas si c'était la question qui était posée, mais en tout cas, je suis ouverte. Je suis ouverte à tous ces traitements de rechange. On va revenir au Dr. Tucker. Et ensuite, Julie aura le dernier mot. Alors, Laurie, dit Jennifer, quelles sont les prochaines étapes pour ce qui est des médicaments biologiques? Premièrement, je parle de médicaments biologiques oraux. Alors, ce sont des inhibiteurs qui va inhiber une autre voie de ce que vous avez vu dans ce diagramme très complexe. Alors, ces sont utilisés chez les adultes qui ont de l'arthrite rhumatoïde et dans d'autres maladies inflammatoires, ça fonctionne aussi. C'est un médicament oral, donc on pourra peut-être se débarrasser des injections un jour. Et je pense qu'on va analyser cette voie de plus en plus pour les enfants atteints d'arthrite juvénile. Je pense que ça va prendre quelques années. On peut l'utiliser maintenant, mais
les autres médicaments pourront peut-être faire en sorte qu'on arrête les injections et qu'on a la possibilité d'avoir un médicament qu'on prend oralement. Et il y a de la recherche qui se fait et je crois qu'on pourra faire des tests bientôt sur un enfant AGA pour voir quels médicaments fonctionnent, que ce soit sous test d'urine ou autre. Et on arrivera à donner plus de choix aux enfants. Et je crois qu'on aura plus de choix pour les enfants à l'avenir. Et j'ai hâte de voir ces choix qui seront offerts. Alors, merci Jennifer. Alors, nous sommes ravis d'avoir tant de représentants au sein de notre collectivité. Et notre dernière question pour terminer notre webinaire de ce soir, Julie, vous avez donné de bons conseils. Est-ce que vous pouvez parler directement aux jeunes gens ou un parent qui va commencer la prise de médicaments biologiques et puis les parents ou les enfants se sentent nerveux? Dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui pourrait aider d'après vous là? Qu'est-ce qui devrait anticiper? Alors, Julie dit d'avoir un bon réseau, d'avoir un réseau de soutien. Parce que moi, je connaissais personne et je suis arrivée à l'adolescence sans réseau. Alors, c'est bien de trouver le réseau. Alors, Cassie and Friends, Cam Cam Cabia aussi, c'est un camp pour les jeunes qui ont de l'arthrite. Alors, juste trouver des personnes avec qui échanger, partager des idées et puis, vous savez, vous allez passer au travers, ça va marcher. Et puis, si quelque chose ne fonctionne pas, il y a autre chose qui existe. Mais le conseil que j'ai à donner aux parents, c'est de parler aux enfants tout au long du processus au lieu de prendre des décisions à la place de l'enfant. Écoutez, de faire participer à l'enfant à la prise de décision et de faire en sorte que l'enfant comprenne. Et je pense que la question essentielle demeure la communication et l'appui, le soutien. Merci. Merci à tous les participants. Nous sommes ravis d'avoir votre participation. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez envoyer un courriel à Casey and Friends et on essaiera de répondre à vos questions. Et puis, je vais aussi répondre aux questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre ce soir. Alors, je vais revenir à mon écran, dit Jennifer, pour vous remercier une fois de plus de vous être joint à nous. Alors, juste avant de clore, quelques mots de la part de Casey and Friends. Merci à nos commanditaires, une fois de plus, Nicolas Wealth Management, Amgen, AbbVie, Sobi. C'est très important de pouvoir avoir ces séances, de pouvoir nous rencontrer, de poser des questions et de savoir aussi que les contributions que font ces organismes sont très importantes parce que nous pouvons continuer à faire notre travail grâce à nos commanditaires. Nous avons aussi un réseau de soutien et Casey and Friends est l'endroit où aller. Il y a un réseau de soutien. Nous avons aussi au Facebook également 400 personnes qui sont jointes au groupe au Facebook et nous avons aussi un grand réseau de soutien. Donc, ces canaux sont ouverts pour vous et vous pouvez entendre des expériences des uns et des autres. En dernier lieu, s'il vous plaît, consultez cassieandfriends.ca, regardez les ressources,
écoutez les enregistrements, remplissez le sondage après la séance. Dites-nous ce que nous pouvons faire